Sous le volcan de Songandi, 2 chiffres renversent la narration. En quelques jours, un gisement évoqué à près de 500 millions de carats transforme la prudence budgétaire en promesse de puissance, tout en réveillant la malédiction des ressources et les appétits extérieurs. Que change pour chacun le moment où Ibrahim Traoré doit arbitrer entre souveraineté affichée et dépendance masquée, sous pression diplomatique et commerciale. Derrière les cristaux, la trajectoire nationale se rejoue, décision après décision, dans la commission, dans les villages et dans la façon dont l'État contrôle le tempo. Ce récit ne promet ni prédiction facile, ni verdict définitif. Il propose autre chose, comprendre comment une richesse soudaine agit comme un accélérateur politique, révélant les forces et les failles d'un État sous pression. L'intérêt pour le lecteur est clair, saisir les mécanismes avant d'en subir les conséquences, en observant comment une décision initiale peut peser plus lourd que des revenus futurs. À Songandi, l'enjeu dépasse l'économie minière. Il touche à la souveraineté réelle, à la capacité institutionnelle et à la gestion du temps politique. Une exploitation rapide peut offrir des marges budgétaires inédites, mais aussi exposer le pays à des dépendances durables. A l'inverse, une prudence excessive peut nourrir la frustration sociale et fragiliser la crédibilité du pouvoir. Entre ces pôles, chaque choix engage des coûts invisibles. C'est là que la figure d'Ibrahim Traoré devient centrale, non comme garant d'une richesse matérielle, mais comme arbitre d'un rythme. Comprendre cette séquence, c'est comprendre pourquoi, dans les États confrontés à un choc de ressources, la gouvernance compte davantage que le volume extrait. La question n'est donc pas « Combien vaut Songandi ?» mais « Que révèle-t-il sur la manière de gouverner quand tout s'accélère ?» La donnée qui fait basculer la lecture est simple, mais lourde de conséquences. Les signaux détectés sous Songandi ne correspondent pas à une anomalie isolée, mais à une formation diamantifère continue d'une ampleur exceptionnelle. En interne, une estimation circule rapidement. Près de 500 millions de carats, un volume inédit pour le Burkina Faso et rarissime à l'échelle régionale. Cette révélation referme la première boucle de curiosité. La découverte n'est pas symbolique, elle est structurelle. Avant Songandi, l'économie burkinabé reposait sur une base étroite. Faible industrialisation, dépendance à l'aide extérieure, marge budgétaire limitée, le pays évoluait dans un cadre contraint où chaque choc était absorbé dans l'urgence. L'annonce d'un gisement de cette taille introduit un écart brutal entre le point de départ et le potentiel projeté. En quelques jours, les priorités se déplacent. Ce qui relevait hier de la survie financière devient une réflexion sur la gestion d'une richesse stratégique. Ce changement de cadre n'est pas seulement économique, il est politique et institutionnel. Une ressource de cette ampleur attire mécaniquement des intérêts extérieurs, accentue la pression diplomatique et rend visible des rivalités jusque-là diffuses dans le Sahel. Le Burkina Faso cesse d'être perçu comme un acteur périphérique pour devenir un point focal. Cette exposition soudaine transforme chaque décision en signal, chaque délai en message interprété. C'est dans ce contexte densifié que le rôle d'Ibrahim Traoré s'impose. Il n'est plus seulement confronté à des urgences sécuritaires ou sociales, mais à une équation nouvelle. Comment encadrer une promesse géologique sans fragiliser des institutions encore en consolidation? Les expériences africaines passées montrent que l'erreur ne vient pas toujours du manque de ressources, mais de leur gestion initiale. À Songandi, la question centrale n'est donc pas ce que contient le sous-sol, mais la manière dont l'État entre dans cette nouvelle temporalité. La richesse potentielle ouvre une fenêtre rare. Elle peut accélérer le développement ou installer une fracture durable. Tout dépendra du cadre posé dès maintenant, avant même le premier carat extrait. Autour de Songandi, les premiers effets ne sont ni financiers ni industriels. Ils sont humains et administratifs. Dans les villages proches du volcan, l'arrivée rapide d'équipes de l'État crée une situation inhabituelle. Des représentants publics expliquent les mesures de protection, détaillent les restrictions temporaires et rappellent les risques liés aux mouvements non contrôlés autour du site. Pour des localités longtemps marginalisées, cette présence modifie immédiatement le rapport au centre.
un agent administratif mobilisé dès les premiers jours décrit une mission délicate. Informer sans promettre, rassurer sans nourrir l'euphorie. Les réunions improvisées, parfois sous des arbres ou dans des écoles, servent à transmettre un message simple et répété. La découverte concerne la nation entière, pas seulement le périmètre du volcan. Cette pédagogie précoce limite la circulation de rumeurs et réduit les risques de ruées spontanées, fréquemment observées lors d'annonces minières comparables ailleurs. Les habitants évoquent une atmosphère paradoxale. L'attente est forte, mais elle n'est pas chaotique. Certains parlent d'une reconnaissance institutionnelle nouvelle, le sentiment d'être intégré à un processus national plutôt que laissé à l'écart. D'autres restent prudents, conscients que les promesses non tenues ont souvent nourri des frustrations durables sur le continent. Cette coexistence d'espoir et de réserve dessine un équilibre fragile. Cet impact précoce agit comme un signal faible mais structurant. Il ne garantit ni succès ni stabilité à long terme, mais il modifie la dynamique initiale. En installant un cadre dès les premiers jours, l'État transforme une découverte brute en séquence organisée. La manière d'entrer dans l'histoire compte autant que la richesse elle-même, car elle conditionne la confiance, le tempo et l'acceptation sociale des décisions à venir. Avant Songandi, la gestion des ressources relevait d'un horizon lointain. Après Songandi, tout s'active dans un laps de temps resserré. La bascule est nette. Ce qui était d'hypothèse devient séquence. Ce qui était marginal devient central. En quelques heures, l'information quitte les cercles techniques pour atteindre les institutions politiques, puis l'espace public. Le tempo change. La phase d'activation commence lorsque les géologues confirment que les signaux relevés ne sont ni des interférences, ni des artefacts techniques. Le site change de statut, le périmètre est sécurisé, les activités informelles sont suspendues. Des évaluations croisées sont lancées entre ingénieurs locaux et experts internationaux. Cette première étape crée un choc interne. Elle installe une urgence nouvelle mais contrôlée qui place le pays dans une temporalité inhabituelle. C'est à ce moment précis que la posture d'Ibrahim Traoré devient visible. Là où l'annonce rapide de contrat aurait pu paraître tentante, il impose une ligne claire, pas de négociation immédiate, pas d'ouverture non contrôlée, pas d'accord parallèle. Une commission nationale est chargée d'examiner les implications économiques, sociales et environnementales avant toute décision. Ce choix ralentit volontairement le rythme, mais il évite une fragmentation précoce observée dans d'autres contextes africains. La séquence atteint son point de tension lorsque les images satellitaires et les analyses géologiques sont partagées avec les institutions scientifiques. Elles confirment l'ampleur exceptionnelle de la formation diamantifère, comparable à certaines zones historiquement dominantes du marché mondial. Cette confirmation agit comme un amplificateur. Les ambassades demandent des briefings. Les multinationales multiplient les prises de contact, certaines discrètes, d'autres plus insistantes. Les médias internationaux projettent déjà des scénarios contrastés, oscillant entre Eldorado et malédiction. À l'intérieur du pays, la pression monte en parallèle. Les attentes populaires se cristallisent, les oppositions politiques investissent le sujet. Les organisations de la société civile réclament des garanties contre la corruption et des engagements clairs sur les retombées locales. Le débat se polarise autour de la vitesse d'exploitation et du contrôle réel de la ressource. Chaque silence est interprété. Chaque délai devient un signal. Le pic de tension révèle alors l'importance de la cohérence institutionnelle. Ibrahim Traoré refuse les négociations en coulisses et réaffirme le rôle central de la Commission nationale. Il exige des rapports d'impact avant toute discussion contractuelle et maintient une communication mesurée, volontairement dénuée de promesses chiffrées. Cette constance ne dissipe pas les tensions, mais elle en modifie la nature. Les acteurs extérieurs comprennent que la pression directe ne produira pas d'effet immédiat. Après le choc, viennent payer les premières répliques. Les débats se déplacent vers la redistribution future, les risques environnementaux et la place des communautés locales. La découverte cesse d'être un événement technique pour devenir une mécanique politique à part entière. Songandi s'impose comme une épreuve de gouvernance, où chaque étape conditionne la suivante.
Cette ligne des événements révèle une réalité centrale. Le danger ne réside pas dans l'annonce elle-même, mais dans la manière dont elle est absorbée. En contrôlant le tempo, l'État tente de transformer une irruption brutale en processus lisible. La question n'est plus de savoir si son Gandhi changera le pays, mais comment cette transformation sera encadrée dès les premiers instants. Le basculement analytique s'opère quand le débat quitte le registre narratif pour entrer dans la quantification. Le Burkina Faso se retrouve face à un écart inédit entre un point de départ économique modeste et un potentiel désormais évoqué à grande échelle. Autrement dit, le passage d'une situation de départ très contrainte à un écart de potentiel massif crée une tension stratégique immédiate qui oblige l'État à penser d'abord en termes de gouvernance avant même de penser en termes de revenus. 3 chiffres structurent désormais la discussion publique. Le premier est celui qui a déclenché l'onde de choc, près de 500 millions de carats. Issu de relevés satellitaires et d'analyses géologiques croisées, ce volume place Songandi parmi les formations diamantifères les plus importantes évoquées dans la région. Pour le Burkina Faso, il ne s'agit pas d'un complément marginal, mais d'un actif stratégique capable de modifier les projections économiques nationales. Un tel volume attire mécaniquement les intérêts extérieurs, intensifie les pressions diplomatiques et rend chaque décision initiale plus coûteuse politiquement. Le deuxième chiffre concerne les finances publiques. Des projections internes évoquent une multiplication par 10 des recettes nationales sur 5 ans si l'exploitation atteignait sa pleine capacité. Ce chiffre alimente un espoir puissant, financer durablement l'éducation, la santé et les infrastructures. Aujourd'hui contrainte par des marges budgétaires étroites, mais il introduit aussi un risque institutionnel. Une croissance budgétaire aussi rapide peut dépasser les capacités de contrôle, accentuer les luttes de pouvoir et rendre l'État plus vulnérable aux influences extérieures si les mécanismes de supervision ne sont pas solidement établis en amont. Le troisième chiffre agit comme contrepoids. Les premiers rapports environnementaux évoquent une réduction potentielle d'environ 40% de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive non maîtrisée. Dans un écosystème sahélien déjà fragile, un tel impact aurait des conséquences durables sur l'agriculture locale, les ressources en eau et la stabilité sociale des communautés riveraines. Ce chiffre rappelle que chaque gain économique projeté comporte un coût écologique réel, souvent irréversible. Pris isolément, ces indicateurs peuvent nous nourrir des lectures opposées. Ensemble, ils forment une grille de décision. Ils cessent d'être de simples données techniques pour devenir des repères politiques partagés. Dans l'espace public, ils circulent comme des symboles. Promesses de prospérité pour certains, avertissements pour d'autres. Ils structurent les discours médiatiques, orientent les débats parlementaires et influencent la perception populaire de l'action de l'État. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré consiste à refuser une lecture fragmentée des chiffres. Il insiste pour que chaque indicateur soit accompagné d'une analyse sociale, institutionnelle et environnementale. Le volume du gisement n'est pas présenté comme un trésor à exploiter, mais comme une responsabilité à encadrer. Les recettes potentielles ne sont jamais évoquées sans rappeler les risques de dépendance. Les impacts écologiques ne sont pas relégués au second plan. La boucle de curiosité ouverte plus tôt se referme ici clairement. Ce ne sont pas les chiffres qui décideront de l'avenir du Burkina Faso, mais la manière dont ils seront interprétés, hiérarchisés et traduits en règles. À Songandi, la quantification ne tranche pas le débat, elle en révèle la complexité. 2 lignes structurent désormais le débat autour de Songandi, chacune portée par des arguments cohérents et des craintes légitimes. Les comprendre sans les caricaturer permet de mesurer la difficulté réelle des choix à venir. La première ligne plaide pour une exploitation rapide. Ses partisans estiment qu'un pays confronté à des défis sécuritaires, sociaux et budgétaires aussi lourds ne peut se permettre d'attendre. Une ressource évoquée à près de 500 millions de carats représente, selon eux, une occasion historique de dégager rapidement des revenus, de renforcer l'action publique et de réduire la dépendance à l'aide extérieure. Il souligne qu'un délai excessif pourrait nourrir la frustration populaire, affaiblir la crédibilité du pouvoir et laisser le champ libre à des acteurs extérieurs plus agressifs.
Dans cette lecture, le risque principal n'est pas l'exploitation, mais l'inaction. La seconde ligne défend une prudence méthodique. Elle s'appuie sur de nombreux précédents africains où la précipitation a conduit à la corruption, à la capture des revenus par des intérêts privés et à l'affaiblissement durable des institutions. Ces défenseurs rappellent que les capacités administratives et techniques du Burkina Faso restent limitées et que toute ouverture mal encadrée pourrait créer une dépendance structurelle aux multinationales. Ils insistent également sur les risques environnementaux, estimant qu'une exploitation trop rapide accentuerait des dommages écologiques difficiles, voire impossibles, à réparer dans le contexte sahélien. La réfutation ne consiste pas à invalider l'un de ces camps, mais à en exposer les angles morts. L'exploitation accélérée sous-estime les coûts institutionnels d'un afflux soudain de revenus et la difficulté de les gérer sans cadre solide. La prudence extrême, à l'inverse, tend à minimiser le poids des attentes sociales et le risque qu'un immobilisme prolongé alimente des tensions internes ou une perte de légitimité politique. C'est dans cet espace intermédiaire que se situe la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Elle ne cherche pas à trancher entre vitesse et immobilité, mais à organiser un séquençage. Avancer sans se précipiter, structurer avant d'ouvrir. Transformer un débat binaire en problème de rythme et de contrôle. Songandi cesse alors d'être un choix simple pour devenir un test d'architecture politique, où la méthode compte autant que la décision finale. Ce qui change réellement depuis Songandi n'est pas seulement l'ampleur du gisement, mais la relation entre l'État, le temps politique et l'anticipation. Jusqu'ici, le Burkina Faso agissait sous contrainte, réagissant à des urgences sécuritaires ou budgétaires successives. La découverte introduit une rupture rare, la possibilité de décider avant d'être débordé par l'événement. Ce pivot est discret, presque invisible. Il ne s'exprime ni en cara, ni en recettes projetées. Il se manifeste dans la création d'une commission nationale, dans la temporisation assumée des annonces et dans une communication volontairement dépouillée de promesses chiffrées. Ces choix modifient la dynamique habituelle des chocs miniers, où la précipitation domine souvent les premiers mois. C'est ici que la méthode d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. En ralentissant volontairement, il tente d'inverser une logique fréquente. Ce ne sont plus les investisseurs, les partenaires extérieurs ou les marchés qui imposent le rythme, mais le cadre national. Cette inversion du tempo agit comme un filtre. Elle oblige chaque acteur à s'ajuster aux règles avant de discuter des bénéfices. Songandi cesse alors d'être uniquement une promesse économique. Il devient un test de maturité institutionnelle. La question centrale n'est plus combien vaut le gisement, mais qui contrôle la cadence. Et dans les États confrontés à une richesse soudaine, ce contrôle du rythme conditionne souvent plus l'avenir que la ressource elle-même. Les effets potentiels de Songandi deviennent plus lisibles lorsqu'on les observe à travers 4 ensembles distincts. Chacun peut tirer bénéfice de la découverte, mais chacun est aussi exposé à des risques spécifiques si la séquence est mal encadrée. C'est à ce niveau concret que la promesse géologique se transforme en trajectoire réelle. Pour l'État et les institutions nationales, l'enjeu central est la capacité à convertir un potentiel de revenus en politique publique stable. Si la gouvernance reste structurée, les ressources issues du gisement pourraient renforcer durablement l'éducation, la santé et les infrastructures, aujourd'hui limitées par des marges budgétaires étroites. A l'inverse, une mauvaise séquence décisionnelle pourrait affaiblir les contre-pouvoirs, accentuer les luttes internes et rendre l'État plus vulnérable aux pressions extérieures. La méthode d'Ibrahim Traoré, fondée sur la temporisation et le cadre institutionnel, vise précisément à éviter que l'appareil étatique ne soit dépassé par l'ampleur de l'événement. Du côté des entreprises et de l'économie nationale, Songandi représente une opportunité de structuration rare. Les secteurs du transport, de la logistique, de la construction et des services techniques pourraient connaître une expansion rapide. Les acteurs locaux espèrent accéder à la chaîne de valeur minière, souvent dominée ailleurs par des groupes étrangers. Mais sans règles claires, le risque était que les multinationales captent l'essentiel des bénéfices, reléguant les entreprises nationales à des rôles secondaires. Le degré de transparence contractuelle et les exigences de contenu local deviendront déterminants. Pour les populations et les individus, l'impact se joue sur un registre plus fragile.
Les familles projettent des améliorations tangibles. Écoles mieux financées, centres de santé accessibles, emplois qualifiés pour les jeunes. Cette attente est forte, mais conditionnelle. Toute dissonance entre discours public et retombées visibles pourrait raviver des frustrations anciennes. La confiance naissante envers l'État repose sur la cohérence entre annonces, décisions et effets concrets dans le quotidien. Enfin, à l'échelle régionale et géopolitique, Songandi repositionne le Burkina Faso dans le Sahel. Un pays renforcé économiquement pourrait devenir un pôle d'influence et de stabilité capable de peser davantage dans les équilibres régionaux. A l'inverse, une gestion défaillante ouvrirait des brèches aux ingérences extérieures et accentuerait les rivalités existantes. Les puissances étrangères observent attentivement chaque signal envoyé par Ouagadougou, interprétant le tempo et les choix institutionnels comme des indicateurs de solidité ou de vulnérabilité. À travers ces 4 dimensions, une constante se dégage. La richesse de Songandi n'aura d'impact positif que si elle est traduite en décisions lisibles, cohérentes et crédibles. Ce n'est pas la découverte elle-même qui transformera le pays, mais la capacité à aligner institutions, économie, citoyens et environnement régional dans une même trajectoire. C'est dans cette articulation que se joue l'épreuve réelle de gouvernance, bien au-delà des caras enfouis sous le volcan. À court et moyen terme, l'évolution de Songandi peut suivre 3 trajectoires distinctes, aucune n'est écrite d'avance. Toutes dépendent du séquençage des décisions, de la capacité administrative à tenir la ligne annoncée et de la cohérence entre discours public et actes mesurables. Le scénario de base repose sur une ouverture contrôlée. Les discussions avec des partenaires extérieurs s'engagent de manière ciblée, sous supervision étatique stricte. Les études techniques avancent, des investissements préparatoires sont lancés et les infrastructures commencent à se structurer progressivement. Les tensions demeurent, mais elles restent gérables. Ce scénario n'apporte pas de transformation spectaculaire immédiate. Il stabilise la situation à condition de maintenir une discipline administrative constante et une communication claire pour contenir les attentes sociales. Le scénario optimiste suppose un renforcement rapide de la gouvernance. La transparence annoncée se traduit par des mécanismes effectifs. Publication des cadres contractuels, audits réguliers, implication visible de la société civile. Les partenaires sont sélectionnés selon des critères stricts incluant le transfert de compétences et le contrôle national des étapes clés. Les premières retombées sociales deviennent perceptibles, même modestes, renforçant la confiance publique. Dans cette trajectoire, la découverte agit comme un levier de crédibilité institutionnelle au-delà de la seule dimension économique. Le scénario défavorable apparaît si les équilibres se fragilisent. Les négociations s'enlisent ou se radicalisent. Les attentes populaires augmentent plus vite que les résultats invisibles. Des tensions internes émergent autour de la redistribution future, tandis que certains acteurs extérieurs cherchent à exploiter les divisions. L'exploitation reste limitée, les bénéfices tardent à se matérialiser, et la déception nourrit un climat d'instabilité politique et sociale. Le risque central devient alors le décalage prolongé entre promesses et capacités réelles. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Le gisement n'est pas le facteur déterminant. Ce sont le rythme, la lisibilité des règles et la capacité à maintenir l'alignement entre institutions, économie et société qui feront la différence. Si le cadre tient, alors la richesse peut devenir un levier. Si le tempo se dérègle, alors la promesse se transforme en tension. La question stratégique des prochains mois est donc simple dans sa forme, exigeante dans son exécution. Comment préserver la cohérence quand tout s'accélère ? Au-delà des scénarios institutionnels, Songandi commence déjà à s'inscrire dans la vie quotidienne, là où se mesure la crédibilité réelle des décisions publiques. 3 angles permettent de comprendre comment cette découverte façonne des attentes concrètes, parfois silencieuses, mais profondément ancrées. Pour les familles, l'enjeu est immédiat et pragmatique. Beaucoup associent la richesse potentielle à des améliorations tangibles, écoles mieux équipées, centres de santé accessibles, routes praticables toute l'année. Ces attentes ne relèvent pas de l'abstraction, elles traduisent des manques anciens et bien identifiés, mais elles restent conditionnelles. Les ménages
ont vu ailleurs des promesses minières ne jamais se transformer en service public. Leur confiance dépendra donc de signaux visibles, même modestes, qui montrent que la découverte ne reste pas confinée au discours officiel. Pour les jeunes générations, majoritaires dans la population, Songandi incarne une possibilité de rupture. Emploi technique, formation spécialisée, opportunités entrepreneuriales. L'imaginaire est puissant, pourtant cet espoir est fragile. Si l'accès aux opportunités est perçu comme inégal, opaque ou capté par des acteurs extérieurs, la déception pourrait être rapide. L'enjeu n'est pas seulement de créer des emplois, mais de rendre lisible le chemin qui y mène. Dans la relation entre citoyens et État, une dynamique nouvelle apparaît. Les consultations locales, les missions d'information et le discours de transparence ont créé un sentiment inédit d'association au processus décisionnel. Cette reconnaissance reste précaire. Elle peut renforcer la cohésion sociale si les engagements se confirment. A l'inverse, un écart prolongé entre parole et action risquerait d'éroder cette confiance naissante. À ce stade, Songandi agit comme un miroir. Il révèle moins ce que le pays possède que ce qu'il attend, et la manière dont ses attentes seront prises en compte pèsera durablement sur la relation entre gouvernants et gouvernés. Pour que Songandi devienne une richesse nationale durable, sa gestion doit s'inscrire dans une architecture claire, lisible et mesurable. Le défi ne réside pas seulement dans l'extraction, mais dans la capacité à transformer une promesse géologique en stabilité politique et sociale. La méthode défendue par Ibrahim Traoré s'articule autour de plusieurs étapes séquencées, pensées pour réduire les risques avant d'ouvrir les opportunités. La première étape consiste à renforcer la commission nationale chargée du dossier. Elle doit intégrer des experts indépendants, des représentants des communautés locales et des compétences environnementales reconnues. Sa mission est d'évaluer les impacts sociaux, écologiques et économiques avant toute décision contractuelle, afin d'éviter que la pression extérieure ne précède le cadre national. La deuxième étape porte sur les normes environnementales. Les écosystèmes autour de Songandi étant fragiles, des protocoles stricts doivent être définis dès l'amont. Études d'impact approfondies, mécanismes de suivi et obligations de compensation sont essentiels pour limiter des dommages potentiellement irréversibles. La protection de l'environnement devient ici un pilier de la légitimité du projet. La troisième étape concerne la sélection des partenaires. Une ouverture contrôlée peut être bénéfique si elle s'accompagne de conditions fermes, transparence des contrats, audit régulier, clause de souveraineté et transfert de compétences vers les acteurs nationaux. L'objectif n'est pas d'exclure les investisseurs, mais de s'assurer que la valeur créée reste majoritairement dans le pays. La quatrième étape vise l'allocation des revenus. Les recettes futures doivent être orientées vers des priorités clairement identifiées: éducation, santé, infrastructure et développement local. Chaque affectation doit être documentée et communiquée pour maintenir la confiance publique. Enfin, maintenir un dialogue citoyen régulier permet d'ajuster les décisions et de prévenir les tensions. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle réduit l'improvisation. À Songandi, la cohérence du processus pèsera plus lourd que la vitesse d'exécution. La découverte de Songandi cesse ici d'être une abstraction géologique pour redevenir une scène humaine. Le rappel vient des villages évoqués plus tôt, là où les réunions sous les arbres et les échanges improvisés ont installé une attente silencieuse. Ces lieux périphériques sont devenus des points d'observation centraux. Ils mesurent déjà la distance entre promesses nationales et réalité vécue. Dans ces espaces, une question simple circule. À quoi sert une richesse si elle ne renforce pas le lien collectif ? Cette interrogation ne vise pas seulement les diamants, mais la manière de gouverner qu'ils imposent. La valeur de Songandi ne se jouera pas uniquement dans des rapports techniques ou des négociations contractuelles, mais dans la capacité à préserver la cohérence entre institutions, discours et décisions visibles. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme le dépositaire d'un trésor que comme le gardien d'un cap. Sa posture mesurée, parfois perçue comme lente, cherche à poser des fondations plutôt qu'à produire des effets immédiats. Cette patience n'est pas une neutralité, elle engage une responsabilité, celle de transformer une irruption brutale en trajectoire maîtrisée.
Le véritable héritage de Sangandi ne sera pas compté en carat, il se mesurera dans la confiance maintenue ou perdue, dans la solidité des règles établies et dans la capacité du pays à éviter la répétition d'erreurs connues ailleurs. À cet instant précis, l'enjeu dépasse la ressource, il touche à la maturité collective face à l'abondance soudaine. Sangandi n'impose pas une conclusion, mais une invitation, celle de regarder au-delà de l'événement minier pour interroger ce qu'il révèle sur les choix collectifs, la vigilance citoyenne et la place accordée au long terme. Dans ce type de séquence, l'issue ne dépend pas uniquement des décideurs. Elle se construit aussi dans l'attention portée aux règles, dans la demande de clarté et dans la capacité à maintenir un débat public informé. Observez la manière dont Ibrahim Traoré maintient le cap, temporise et structure le processus, permet d'évaluer une chose essentielle, la cohérence entre parole, cadre et acte. C'est cette cohérence qui, demain, déterminera si la richesse devient un levier partagé ou une source de tension durable. La question n'est pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre et de suivre les signaux. Pour chacun, l'enjeu est simple, s'informer, comparer, questionner les mécanismes plutôt que les slogans. Sangandi rappelle que la gouvernance des ressources n'est jamais abstraite. Elle touche à l'école, à l'hôpital, à l'emploi, à la stabilité régionale. Rester attentif à ces liens, c'est participer à la trajectoire collective. Alors, au moment où le tempo est encore en train de se fixer, une interrogation demeure ouverte. Quels signaux faudra-t-il observer dans les prochains mois pour savoir si cette promesse se transforme réellement en stabilité partagée ?